Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Le suaire de Turin pour certains, le Saint-Suaire pour d'autres. Le suaire de Turin ou linceul de Turin. Ce linge de lin qui aurait recouvert Jésus après sa crucifixion et qui porterait son image aussi étonnante qu'à peine visible. Depuis la découverte du linceul, des photos incroyables ont été prises et des tests ont été faits. Des tests au carbone 14 pour admettre l'authenticité ou non du suaire. Et c'est le début d'une longue polémique. Le linceul de Turin, paranormal, miraculeux ou imposture? Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Le suaire de Turin, alors évidemment, Yves, on touche à la religion avec tout le respect qu'on doit avoir et qu'on va avoir. Bien entendu. Nous ne parlons que de faits, uniquement, et nous ne nous attaquons ni aux croyants, ni aux incroyants. Pour prendre un exemple, il n'y a pas besoin d'être croyant, il n'y a pas besoin d'être athée pour constater qu'à Lourdes, il se produit des guérisons auxquelles la médecine ne comprend rien. C'est notre attitude, c'est notre état d'esprit, et surtout à propos du suaire de Turin, qui, comme vous le disiez, est l'objet de nombreuses polémiques, et qui cependant, à mon avis, est peut-être l'objet le plus mystérieux que l'on puisse trouver sur Terre à l'heure actuelle. Et on trouve de tout finalement sur Internet d'ailleurs concernant ce suaire. Oui, le tout et le reste. C'est-à-dire n'importe quoi. Oui, et le plus amusant d'ailleurs, quand on regarde l'histoire des polémiques, disons depuis 1900, vous voyez, au cours des 100 dernières années, c'est qu'on trouve des partisans du faux. Alors le faux, c'est un truc qui a été fabriqué, nous rentrerons dans les détails au Moyen-Âge, et des partisans du vrai. Le vrai, c'est le linceul qui a servi à ensevelir un personnage nommé le Christ. Bon, mais parmi les partisans du faux, on trouve des prêtres, des religieux. Ah oui. Et parmi les partisans du vrai, depuis 1900, on trouve des athées militants, des gens qui vous disent « je ne crois en rien, mais cet objet me déroute complètement ». Et c'est le cas notamment du grand spécialiste français du suaire de Turin, à l'heure actuelle, André Marion, qui est un ancien ingénieur de l'Institut d'optique d'Orsay. Or, comme il a une affaire d'image dans le suaire de Turin, il est parfaitement qualifié. C'est lui qui dit le plus fermement, cet objet, cette pièce de lin est incompréhensible pour la science. Et quand on lui demande, mais monsieur Marion, êtes-vous croyant ? Oui. Il vous répond, moi surtout pas, je ne suis pas croyant, en toute honnêteté, je n'ai pas reçu d'éducation religieuse, je ne pratique aucune religion. Alors là, vous l'avez bien compris, on ne parlera pas de religion, mais véritablement du suaire de Turin. Nous allons nous poser la question, est-ce que le suaire est vrai ou faux ? Est-ce qu'il est authentique ou pas ? Qu'est-ce que d'abord le suaire de Turin ? C'est ce qu'on va voir, Yves, dans un instant. Parce que demain soir sur Arte, il y aura une émission très intéressante concernant le suaire de Turin. On en parle cet après-midi avec Yves Lignon dans les clés du mystère. Mais d'abord, Yves, qu'est-ce que vraiment le suaire de Turin ? Bien, le suaire de Turin, c'est un très très grand morceau de tissu qui fait plus de 4 mètres de long sur plus d'1 mètre de large. Et pourquoi ? Parce que ce morceau de tissu peut se plier par le milieu, donc on n'a plus que 2 mètres environ de long, ce qui est la longueur nécessaire pour envelopper un corps humain. Un corps mort. Oui, mort ou vivant d'ailleurs. Ça, on va voir qu'il y en a des gens qui ont prétendu que le suaire avait enveloppé quelqu'un de vivant. Très bien. Ou d'encore vivant. Et donc, ce suaire a la réputation d'être celui qui a enveloppé le Christ une fois qu'on a descendu le corps du Christ de la croix. Alors, ça pose beaucoup de problèmes d'entrée. Parce que le Christ, honnêtement, on ne sait pas réellement s'il a existé. Il y a une très forte probabilité pour que le personnage que les évangiles appellent le Christ ait eu une existence et vécu sur terre. Enfin bref, que ceux qui racontaient dans les évangiles correspondent à certains faits authentiques. Il y a une très forte probabilité, mais ce n'est pas une certitude. Et donc évidemment, si on arrive à prouver que le suaire a 2000 ans, on a un argument très très fort
en faveur de l'existence du Christ. Donc c'est pour ça que l'enjeu est énorme, c'est pour cela que les passions se déchaînent. Le problème, c'est que ce suaire, il n'y a pas 2000 ans qu'on en entend parler. Oui. Il y a seulement environ 650 ans. Oui. Et que la première fois qu'il est apparu, c'était dans une église d'un petit village à Lirey, près de Troyes, dans le département de l'Aube, donc en Champagne. Eh bien, la première fois qu'il est apparu, que un prêtre a dit dans son église, voilà, je dispose du suaire du Christ, Oui, venez le vénérer, ce qui a de suite provoqué d'immenses pèlerinages. L'évêque, le supérieur hiérarchique immédiat, a dit c'est un faux. d'emblée. D'emblée, en 1357 exactement. Et ce qui complique la situation, c'est qu'à l'époque, la fausse relique, c'était une industrie en France. D'accord, c'est pour ça que sans vraiment faire de recherche, tout de suite il s'est dit c'est un faux. Oui, l'évêque a dit ce doit être un faux parce que, enfin, il n'a pas dit il y en a partout des suaires, parce que c'est vrai qu'il était unique. Mais l'évêque a dû dire écoutez, des couronnes d'épines, il y en a partout, des morceaux de la vraie croix, il y en a partout. Il y a un historien qui, à propos de la situation à cette époque, a déclaré avec tous les morceaux de la vraie croix qu'il y avait en France, on pourrait changer les traverses de chemin de fer entre Paris et Marseille. C'est dire. Bon. Et donc, c'était une industrie française, la fausse relique, parce qu'évidemment, qui dit fausse relique dit pèlerinage, qui dit pèlerinage dit au bol, dit produits dérivés, vous savez, on vend des médailles. Il y a du commerce derrière tout ça. Oui, bien entendu, il y a des baraques à merguez qui s'installent, etc. Donc, a priori, le suaire était extrêmement suspect. Et il y a 650 ans. En 1357. Bon, il était extrêmement suspect. Et l'évêque a commencé par dire, allez, ça suffit, arrêtez les frais. Bon, le propriétaire, enfin le détenteur du suaire, le curé de la paroisse, arrêtez les frais, c'était mettre fin au pèlerinage. Oui. Bon. Et donc il s'est adressé au pape, il a fait appel, si j'ose dire, en disant, est-ce que j'ai encore le droit d'exposer le suaire? Et le pape a dit, bien sûr. Sauf que malheureusement, le pape, il avait des liens familiaux avec des gens du coin qui avaient eux aussi intérêt à ce que les pèlerinages continuent. C'est-à-dire qu'ils avaient des merguez, oui, voilà, des merguez. Ils avaient des baraques dans le coin. Et donc, effectivement, le suaire tel qu'il apparaît dans l'histoire est quelque chose d'extrêmement suspect. C'est du moins ce qu'on pensait en 1900. Et c'est ce qu'a écrit un chanoine, un brave chanoine, le chanoine Ulysse Chevalier, qui a dit, écoutez, voilà, étant donné les documents dont je dispose, eh bien, c'est un faux. Seulement, curieusement, depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui, les arguments historiques se sont opposés à l'hypothèse du faux. Parce que le suaire est apparu en 1357. Pour la première fois. À Lirey. Mais qui empêche d'enquêter, de se demander d'où il venait. Est-ce qu'on sait d'où il venait? À l'époque, on dit il est sorti de n'importe où, donc c'est un curé qui l'a fabriqué, etc. C'est une réponse un peu simpliste. Et on s'aperçoit qu'on parle du suaire avant et qu'on peut reconstituer son trajet au moins à partir des environs de l'an 1100, où il aurait été récupéré à Constantinople. Donc finalement, autant en l'an 1900, on pensait que l'objet était non pas sorti du néant, mais d'une fabrique de fausses reliques, autant aujourd'hui, en 2000, on a des raisons de penser que l'objet existait avant qu'il ait été proposé pour la première fois aux fidèles. Et on va revenir sur l'histoire du suaire de Turin, évidemment, dans cette émission Les Clés du Mystère. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, Les Clés du Mystère. Sur Sud Radio. Aujourd'hui, l'histoire du suaire de Turin ou du Saint-Suaire, évidemment pour certains. En France, découverte donc de ce suaire de Turin en 1357. On l'appelle d'ailleurs le Saint-Suaire ou le suaire de Turin. Turin, pourquoi il est entreposé à Turin? Parce qu'il est, il est à l'heure actuelle dans la cathédrale de Turin, sous la responsabilité de l'archevêque, et que depuis 1357, on connaît parfaitement son histoire. Ce qui, soit dit en passant, ne nous avance pas beaucoup. Et donc, on sait qu'il a été dans cette petite église de Lirey, puis qu'il est passé dans divers couvents. On sait qu'à un moment donné, il a été à Chambéry, dans un couvent de religieuses. On sait, c'est un détail important, que quand il était conservé dans ce couvent de Savoie, à Chambéry, eh bien, il y a eu un incendie.
le reliquaire contenant la pièce de tissu a fondu. Il y a donc eu des gouttes d'argent, parce que le reliquaire était en argent qui sont tombées sur le tissu, et le tissu a été en partie brûlé, en partie roussi. Et puis, comment est-il arrivé à Turin ? Eh bien, c'est assez simple. Il appartenait à la famille de Savoie. La famille de Savoie est devenue la famille régnante d'Italie. Et donc, le Suaire appartenait au roi d'Italie. Et la famille de Savoie était centrée, si j'ose dire, à Turin. C'était très exactement la famille du Piémont-Savoie. Avant d'être à Rome, le roi d'Italie était à Turin. Et donc, le Suaire a été tout naturellement conservé dans la cathédrale de Turin. Et on peut le voir d'ailleurs. On peut le voir dans un reliquaire ultra blindé, évidemment, parce que sinon, il y a des gens qui auraient des envies douteuses. Et on l'expose quelquefois, alors complètement, quand l'Église le veut bien. Et on attend, paraît-il, une nouvelle exposition. Le terme technique, le terme religieux, c'est une ostension. C'est une présentation au public. Et c'est à l'occasion d'une ostension, en 1988, qu'a été effectuée la fameuse datation au carbone 14. Voilà, parce que justement, là, on va en parler du problème de l'âge, effectivement, et donc ces tests au carbone 14. Oui, alors, la datation au carbone 14, c'est une opération chimique qui permet, en principe, avec une certaine fiabilité, mais selon les techniciens, avec une certaine fiabilité plutôt qu'avec une fiabilité certaine. D'accord, on voit la nuance. De déterminer l'âge d'un objet, d'un vêtement, l'âge d'un os qu'on a trouvé au cours d'une fouille archéologique. Donc c'est ce procédé chimique qui donne un âge. Et il faut bien avouer qu'en 1988, la fameuse datation au carbone 14, que tout le monde attendait, on a dit ça mettra fin aux polémiques. Eh bien, elle a donné exactement comme résultat entre 1260 et 1390. Or, ça colle, si j'ose dire, avec l'apparition du Suaire en 1357. Et donc, à partir de ce moment-là, bien des gens, et y compris l'Église, d'ailleurs, on dit la cause est entendue, peut-être que du côté de l'Église de Rome, il y avait des gens ennuyés. Enfin, la cause est entendue, pas du tout. La polémique a rebondi plus que jamais. La datation au carbone 14 a été contestée et à l'heure actuelle, on sait qu'elle ne vaut plus rien. Je vous expliquerai comment bientôt. La datation au carbone 14, c'est à mettre à la corbeille à papier, même s'il y a des tas de gens qui prétendent le contraire. C'est fini. On sait que c'est faux. Et donc, une fois de plus, on rebondit. Mais de toute façon, il y a, Emmanuel, un autre aspect du problème auquel on ne pense pas. Parce que les gens sont focalisés sur l'âge. Ils disent, si on arrive à prouver que ça a été fabriqué au Moyen-Âge, c'est forcément un faux. Je suis d'accord. Mais il y a l'âge et il y a l'image. Il y a une image sur ce Suaire. Et donc, il y a un autre mystère, et ce mystère subsiste, même si le Suaire a été fabriqué par un faussaire quelque part vers 1350. Néanmoins, le mystère de la photographie, et bien évidemment, c'est à suivre dans un instant dans les Clés du Mystère. Et on parle cet après-midi dans les Clés du Mystère avec Yves Lignon du Saint-Suaire ou du Suaire de Turin, daté grâce au test au carbone 14. Cette fourchette, 1260-1390, ce qui pourrait nous faire penser qu'effectivement, il ne s'agit pas d'un linceul qui aurait enveloppé le Christ, évidemment, il y a 2000 ans. Mais tout à coup, il y a un rebondissement, c'est la photographie, Yves Lignon. Alors, le rebondissement date, si je peux me permettre un jeu de mots, d'avant la datation. Pour la datation, nous en étions à dire qu'elle était bonne pour la corbeille à papier. Et la corbeille à papier pour le récup vert, enfin, ou quelque chose comme ça. Très écolo, hein. Oui, très écolo. Donc, la datation de carbone 14, moi, quand je vois à l'heure actuelle des journalistes qui disent depuis cette opération chimique, la cause est entendue, j'ai envie de dire, il y a des journalistes qui ne connaissent pas leur métier. Bon, on s'expliquera violemment tout à l'heure. Mais venons sur le second aspect du problème, l'image portée par le tissu. Alors d'abord, il faut bien dire qu'entre 1357, première apparition du Suaire, et 1897, moment où s'est produit un certain événement, il y a des foules qui ont défilé devant le Suaire. On leur a dit, voyez, il y a des traces, vous devinez l'image du corps du Christ. Et que ces foules
tout aussi bien que les prêtres qui montraient le suaire, avaient sans doute beaucoup d'imagination. Oui, c'est-à-dire qu'ils avaient envie de croire. Oui, ils avaient envie de croire. De En voir. réalité, on ne voyait que des traces, peut-être de saleté, peut-être de sang, mais rien du tout. Or, en 1897, un photographe amateur, très compétent, oui, Oui. il était avocat de son métier, et la photographie, c'était son hobby, qui se nomme Segundo Pia. Il obtient l'autorisation de photographier le suaire pour la première fois. Avec un flash. Avec un flash, enfin un magnésium à l'époque, en 1897. Et donc, une nuit de mai 1897, il fait la photo. Et quand il la développe, alors là, il voit quelque chose de véritablement extraordinaire. Parce que sur son cliché, donc sur le suaire, visible non pas à l'œil nu, mais grâce à la photo qui fait un peu un effet de microscope, si vous voulez, on distingue parfaitement le corps d'un homme. Et en réalité, il y a deux images, tête bêche, puisque le linceul était replié au-dessus d'un cadavre. Donc il y a les deux images, et ce corps, cette image du corps, quand on rentre dans les détails, c'est extraordinaire, puisque c'est très net. Et on y voit les blessures des tortures. On retrouve l'évangile, si vous voulez. Avec la crucifixion. Voilà, on retrouve les tortures dont le Christ a été victime avant d'être conduit au calvaire, mais qui plus est, on les retrouve techniquement. C'est-à-dire qu'on retrouve les blessures correspondant au fouet très particulier qu'utilisaient les Romains pour torturer. Un fouet à billes de plomb. On trouve le coup de lance de l'évangile. Dans l'évangile, on nous dit le Christ était agonisant sur la croix et un soldat, un officier, un centurion, a donné un coup de lance pour l'achever, pour qu'il cesse de souffrir. On retrouve cette blessure. Et on retrouve même au niveau de l'épaule ce qui est probablement la marque de la croix. Vous savez que le Christ a dû porter sa croix, au propre comme au figuré. On retrouve sur les genoux la marque de chute. Dans l'évangile, on nous dit que le Christ est tombé pour la 3e fois. Eh bien, sur cette image qu'on voit sur le suaire, il y a un genou traumatisé. Donc c'est un coup de théâtre extraordinaire que cette photo de Segundo Pia. Ça remet en cause tout ce qu'on disait historiquement, c'est forcément fabriqué en 1350, etc., etc., etc. Non, il y a vraiment une image qui correspond au récit de l'Évangile. Il y a même beaucoup plus fort. On voit que les clous qui sont servis à fixer les mains sur la croix sont enfoncés non pas au milieu de la paume, mais au niveau des poignets. Ah, c'est pas tout à fait ce qu'on nous a appris. C'est pas tout à fait ce qu'on voit quand on va dans une église. Mais en réalité, techniquement, il fallait enfoncer les clous au niveau des poignets si on voulait que le condamné reste suspendu. Bien sûr. Si on avait enfoncé les clous au milieu des paumes, eh bien, les os se seraient déchirés et le corps serait tombé. Donc, si c'est enfoncé au niveau du poignet, c'est contre l'hypothèse du faussaire. Parce qu'un faussaire qui aurait peint cette image, comme on l'a dit quelquefois, aurait reproduit ce qu'il voit dans les églises. Bien sûr. Et il aurait mis le trou des clous au poignet. Donc, je le dis, véritablement, la photographie de Segundo Pia, c'est quelque chose de bouleversant. Ça remet tout en question. Et c'est le gros argument qui permet à certaines de dire, et là, ils ont du matériel, ils ont des biscuits, de dire oui, cette pièce de tissu a enveloppé le corps du Christ. Sud Radio, les clés du mystère. Une histoire encore surprenante évidemment avec Yves Lignon, l'histoire du suaire de Turin ou du Saint-Suaire. On a vu la datation au carbone 14 qui daterait le suaire à 1260-1390. Voilà, et puis tout à coup une photo incroyablement stupéfiante. Pourquoi ? Mais parce qu'elle montre des impacts qu'on ne connaissait même pas, finalement. On pourrait dire que le suaire a enveloppé le corps d'un homme torturé et mort sur la croix à l'époque romaine. Voilà, ce qui corrobore ce qu'on a appris, ou en tous les cas... ce qui est dans les évangiles. Si on se tient à l'image, c'est ça. C'est les traces laissées par un cadavre torturé et exécuté il y a 2000 ans. Alors évidemment, les partisans du faux sont un peu acculés dans les cordes. C'est-à-dire qu'ils sont un peu ébranlés là sur le coup. Et donc ils vont faire tous les efforts possibles pour nous prouver que cette image est un faux. Que, en réalité, elle est l'œuvre d'un habile peintre ou artisan, là aussi vers 1350. Que de bêtises n'a-t-on pas dites pour
justifier l'hypothèse selon laquelle c'était quelqu'un qui avait peint le suaire vers 1350. Oui. On a vraiment dit n'importe quoi. Oui, on trouve beaucoup ça sur Internet. Oui. Faut le Alors dire. d'abord, la première chose, c'est qu'il fallait que ce peintre de 1350 ait une culture suffisante, qu'il connaisse la technique de torture des soldats romains. Bon, ça me paraît déjà un gros obstacle. Et puis ensuite, comment faire? Parce que l'image, elle est vraiment en relief, comme si elle avait recouvert un corps. Alors il y en a un, je n'ose pas le qualifier, c'est le record. Quand on ne sait plus quoi dire, on dit n'importe quoi, qui a dit, mais oui, eh bien, le faussaire a assassiné quelqu'un, il l'a torturé à la romaine, puis quand il a eu torturé à la romaine, eh ben, il l'a mis sur le tissu, etc. Et ça a laissé des traces. Enfin, on va dire absolument n'importe quoi. Il y en a un autre qui a dit, oui, c'est une photographie. Et donc le faussaire avait inventé l'appareil photographique en 1350 et ainsi de suite. Non, c'est du n'importe quoi, c'est pire que du n'importe quoi. L'image reste un mystère. Il y a un scientifique français à l'heure actuelle, dont je ne dirai pas le nom, mais qui travaille dans une université là-bas, disons du côté de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui prétend refaire des suaires à volonté. Oui. Il dit, moi, je vous en fais à volonté, etc. Et il dit, le principe, c'est le jeu des enfants, la pièce de monnaie. Vous savez, on met une pièce de monnaie sous une feuille de papier, on passe au crayon, bon, etc. Bon, il nous dit, voilà ce que fait ce faussaire. Mais ce malheureux, c'est un collègue à moi, qui plus est, donc de la région PACA, il oublie une chose, c'est qu'on n'a pas trouvé de traces de colorant sur le suaire. Si c'est un peintre, le peintre, il utilise de la peinture, et la peinture, on la retrouve même des siècles après. Mais il n'y en a pas. Donc il peut bien fabriquer ses suaires à tour de bras et même les exposer, raconte-t-on, à la fenêtre de son bureau à l'université. C'est bien le cas de dire qu'il expose de faux suaires. Bien sûr. Bon. Oui. Donc l'énigme reste complète. L'énigme reste tout à fait complète. Et il ne faudrait pas oublier que, par exemple, quelqu'un qui est catholique, c'est important de dire les opinions des gens à propos du suaire, non pas pour les juger, mais pour bien situer ce qu'ils déclarent. Donc quelqu'un qui est le professeur Jacques Évin, c'est un spécialiste de la datation carbone 14. Et donc c'est un ferme partisan du faux. Et donc ce Jacques Évin a dit, la datation montre que le suaire date du Moyen-Âge, mais l'image reste incompréhensible. On en revient toujours là. Que le suaire ait été fabriqué en 1350 ou qu'il ait bien servi il y a 2000 ans pour envelopper le corps du Christ, l'image qui s'est formée est quelque chose auquel la science ne comprend toujours rien. Et cet après-midi, avec Yves Lignon, on parle d'un des plus grands mystères scientifiques actuels, le suaire de Turin. Alors, oui, quoi penser finalement? Je crois que c'est la 3e fois, Emmanuel, le plus grand mystère scientifique actuel, ce n'est pas une expression exagérée. Donc nous faisons le bilan. Il y a de toute façon le mystère de l'image. Que le suaire ait été fabriqué au Moyen-Âge, qu'il ait été fabriqué il y a 2000 ans, le mystère de l'image demeure. Avec des impacts étonnants. Oui, bon, mais maintenant, l'âge du suaire. S'il n'y avait pas le carbone 14, tous les éléments historiques qui ont été accumulés au long du XXe siècle sont en faveur de l'hypothèse d'authenticité. De dire, cette pièce de tissu a bien été fabriquée en Palestine il y a 2000 ans. Je ne vous donne pas le détail, mais autant en 1900, on pensait vraiment que c'était un faux d'un point de vue historique, autant en un siècle, tous les éléments historiques se sont accumulés et sont en faveur de l'authenticité. Alors, ne s'oppose à l'authenticité quoi? Que cette fameuse datation au carbone 14, qui a été effectuée il y a une vingtaine d'années maintenant, et qui dit non, c'est 1350 à peu près, entre 1260 et 1390. Eh bien, si la datation au carbone 14 s'était plantée, oui, c'est possible. Ça a été soupçonné dès le début. Alors, je vous fais cadeau des arguments parce qu'ils sont tous très scientifiques et même mathématiques. Moi-même, personnellement, quand j'ai vu l'article en anglais publié dans une revue scientifique et les résultats, que j'ai vu les colonnes de chiffres, j'ai dit, il y a déjà quelque chose de bizarre. Ces colonnes de chiffres sont anormales. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de maths à cette heure-ci, non. Mais ça a été une de mes premières réactions et ça a été celle d'autres mathématiciens. Et par la suite, on a fouillé. Et à l'heure actuelle, on en est arrivé à se dire
que ce qu'on a daté, c'est probablement un ravaudage. C'est-à-dire une pièce de tissu qui a été rapportée sur le suaire. Parce qu'il a été réparé à plusieurs reprises. Oui. Et quand on le répare, évidemment, on ajoute une pièce de tissu, on coud, etc. On bouche le trou. Ça veut dire que ça n'aurait pas été fait sérieusement ? Si, ça a été fait sérieusement. Ça, on ne remet pas en cause les laboratoires. Mais c'est le prélèvement de tissu qui n'a pas été fait sérieusement, qui a été fait dans de mauvaises conditions. Là aussi, bon, c'était pas très clair. Oui. L'archevêque est arrivé, il a dit oui, on va prélever, etc. La datation, ça fonctionne correctement. Oui. C'est comme une calculette, si vous voulez. Si vous demandez à une calculette combien font 15 joueurs de rugby et 14 kilos de carottes, elle va vous répondre 29, la calculette. Mais elle fonctionne bien, c'est la question qui est idiote. Et là, c'est exactement pareil. Ouais. La datation au carbone 14 est correcte, mais elle ne porte pas sur le tissu d'origine, elle porte sur une pièce qui a été rajoutée. C'est ce qu'on suppose en tous les cas. Oui, tous les chercheurs en sont persuadés. Non. C'est l'hypothèse qui sera défendue demain soir sur Arte. Et donc, par conséquent, la prochaine étape, ce serait de refaire la datation. Alors, est-ce que justement c'est prévu ? Eh bien, si la Sainte Église de Dieu le veut bien. Ah, d'accord, ok, uniquement, bien sûr. Et des tests ADN ? Des tests ADN, ça paraît assez difficile pour des raisons techniques. C'est vrai que la datation carbone 14, mais correctement. Très bien, encore une histoire extraordinaire que nous a racontée Yves Lignon, et donc à suivre cette émission sur Arte et concernant le suaire de Turin. C'est à quelle heure ? C'est le soir ? C'est demain soir à 20h40. Très bien, à enregistrer absolument. On vous embrasse, on vous souhaite de passer évidemment une bonne après-midi. Je vous rappelle que l'émission est podcastable sur le site internet de Sud Radio, sudradio.fr. Bye bye. 13h30, 14h30, les clés du mystère sur Sud Radio.